Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont l'actualité de ce samedi, les conditions de séjour des Sénégalais du Gabon. Ils souhaitent accéder plus facilement aux visas ou encore aux logements sociaux, à des revendications exposées au président Bassirou Diomaye Faye en visite à Libreville. Le nouvel archevêque de Dakar est officiellement installé. Monseigneur André Gueye a pris fonction devant une grande assemblée de fidèles heureux et pleins d'espoir. Retour dans ce journal sur les différentes étapes de la cérémonie ce matin à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Ce samedi 3 mai est également significatif pour les médias puisque l'on célèbre ce jour la journée mondiale de la liberté de la presse. Les jeunes reporters du Sénégal engagent la réflexion autour des impacts positifs comme négatifs de l'intelligence artificielle au moment où l'État lance le programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse. Et enfin, des prévisions dans ce 20h. Les premières pluies sont attendues avant la fin du mois de juin prochain. Mais l'alerte rouge concerne cependant les risques de débordement de fleuves. Nous verrons tout cela en détail dans notre rubrique environnement. L'on s'arrête d'abord sur la cérémonie d'investiture du président de la République gabonaise. Étaient présents plusieurs chefs d'État, dont Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau mandat de Brice Oligui Nguema sera marqué par les changements dans la santé, dans l'éducation, encore l'emploi des jeunes, entre autres secteurs prioritaires. Détail avec nos envoyés spéciaux à Libreville, Mamadou Belem, Khadim Diohane et Oumar Ning. Un peuple mobilisé pour entamer une nouvelle ère avec le président qu'il vient de porter à la tête du pays. Pour cette cérémonie de prestation de serment, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a su compter sur la présence de ses collègues invités, dont le président Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal. Distingués invités, mesdames et messieurs, entrée de son Excellence, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Le témoignage d'une amitié renouvelée est ainsi marqué. Ce samedi, le vainqueur de la présidentielle du 12 avril dernier entre en fonction officiellement. Le cérémonial est connu. Après un accueil en grande pompe, le président élu prononce la formule de serment placée devant lui. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'audience solennelle est couplée à un rituel plutôt traditionnel avec des séquences adossées aux pratiques culturelles du pays. Le serment installe ainsi le président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon pour 7 ans. Un mandat qu'il entend mener avec un ordre de priorité axé sur les politiques à fort impact social ainsi que la moralisation de la vie politique. Plébiscité à près de 95%, Brice Oligui Nguema promet donc l'envol du Gabon vers une nouvelle tranche d'histoire. Un changement dans l'amélioration de la santé, l'éducation, l'emploi, entre autres secteurs. Promesse a été également faite de mettre fin à l'impunité. Les félicitations de ses homologues chefs d'État marquent un temps fort de cette investiture. Une forte présence de chefs d'État africains, symbolique de l'esprit de solidarité du continent. Dans son agenda, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu les Sénégalais établis au Gabon. Ces derniers souhaitent accéder aux logements sociaux, aux visas et aux cartes de séjour. Le chef de l'État leur a promis des solutions. Regardez. Après l'accueil enthousiaste à l'aéroport, la communauté sénégalaise s'est retrouvée avec le président de la République. La rencontre a été l'occasion pour les compatriotes de communiquer directement avec le président Bassirou Diomaye Faye. Tour à tour, les imams, les groupements professionnels, les fédérations d'associations représentatives ont pris la parole pour aborder des points liés à leurs conditions de séjour en terre gabonaise. Les plus saillants ont trait à l'obtention de la carte de séjour, du visa, de l'accès au logement ainsi que des facilités concernant leur déplacement. Après avoir écouté attentivement les orateurs, le président de la République a apporté des éléments de réponse aux points soulevés. Au sujet du visa et de la carte de séjour, le président Bassirou Diomaye Faye a informé les compatriotes
qu'il a déjà abordé la question avec son homologue Brice Oligui Nguema. L'amitié et l'estime réciproque entre les deux chefs d'État permettront certainement de trouver des solutions dès l'installation officielle du président gabonais. Pour l'accès au logement, le programme est en cours et des opportunités existent qui pourront être saisies afin de permettre aux compatriotes d'en disposer. Le chef de l'État a également évoqué le redressement de la compagnie Air Sénégal qui a déjà permis de reprendre les vols dans la sous-région ouest-africaine. Et les efforts en cours pourront amener la compagnie à reprendre prochainement la direction de l'Afrique centrale afin de faciliter les déplacements de nos compatriotes sur place. Pour le reste, le président Bassirou Diomaye Faye a dit sa fierté à la communauté sénégalaise pour son attitude exemplaire. Il a encouragé nos compatriotes à rester dans cette posture pour garder la bonne réputation du Sénégal en République gabonaise. La liberté de la presse est célébrée ce samedi 3 mai. Une célébration dans un contexte incertain, selon le rapport de Reporters sans frontières publié hier. Les médias tentent tout de même de s'adapter au changement. L'avènement de l'intelligence artificielle en est un. C'est pourquoi la Convention des jeunes reporters du Sénégal invite les professionnels des médias à profiter des avantages de cet outil technologique. Bakary Dembassi. Dans un monde marqué par l'émergence du numérique, la Convention des jeunes reporters du Sénégal souhaite prendre les devants. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels de l'information ont mis l'accent sur l'intelligence artificielle qui est devenue un outil incontournable. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Beaucoup de nos camarades jeunes reporters utilisent l'IA dans leur travail au quotidien, mais n'en connaissent pas les avantages et les inconvénients. Donc il est pertinent à notre niveau d'amener des experts dans le domaine qu'ils viennent discuter avec les journalistes pour connaître quels sont les atouts, comment s'adapter à cette nouvelle technologie, mais surtout comment se prémunir d'une certaine désinformation et des attaques concernant tout ce qui a trait à la cybersécurité. Parler d'intelligence artificielle face aux enjeux médiatiques revient à parler de deux éléments, les avantages ou les risques, ou si vous voulez les deux. En effet, l'intelligence artificielle constitue un outil digital assez ambitieux dans le contexte où le Sénégal vient de se doter de sa toute première stratégie numérique. La nouvelle équipe de la CJRS mise sur la formation et l'accompagnement des jeunes reporters. Ce panel s'inscrit dans cette dynamique. Il y aura aussi d'autres panels et d'autres ateliers sur l'intelligence artificielle, sur la santé, sur la sécurité, mais on compte aussi beaucoup nous investir dans la désinformation, dans l'éducation aux médias. Cette journée dédiée à des panels sur l'intelligence artificielle, sur la liberté de la presse et les médias est un moyen pour les jeunes journalistes de s'adapter aux mutations dans la presse. Il s'agit de lutter efficacement contre la désinformation qui pollue l'espace médiatique. La célébration de la Journée mondiale de la presse est l'occasion de s'interroger sur un secteur en mutation. Il est aussi en crise dans de nombreux pays, selon Reporters sans frontières RSF. Au Sénégal, les comptes ne sont pas au vert et les chroniqueurs rougissent tous, les clignotants en rouge, les clignotants en plateau plutôt. Où va la presse? C'est une chronique signée Omar Diaw. La cause de la première pierre de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. À l'échelle du monde, la situation de la presse n'est pas des meilleures en ce premier semestre 2025. C'est RSF qui le dévoile sans détour dans son premier classement. Une ligne rouge de franchie et souvent, elle a été irriguée du centre reporter Moro Komba. Martyr sur des fronts où, au nom du devoir d'informer, il s'avance sur des terrains minés périlleux. Combien ont été froidement abattus par des snipers s'entraînant au tir de pigeons sur eux. La situation en Palestine est révélatrice du peu de considération pour de preux journalistes aux gilets floqués en gras presse. Cet accessoire dérisoire n'est pas un pare-balles, il peut même faire du porteur une cible verrouillée. Toutes les conventions sont bafouées et la presse outragée, bouc émissaire, paye un lourd tribut. Silence. En Amérique latine, sur la ligne russo-ukrainienne, en Afrique et dans certains pays asiatiques, exercer le métier, c'est comme poster son ticket pour l'enfer. Chez nous, la situation est moins mortifère, mais le champ fleuri de la presse ne risque pas de donner les fruits escomptés. Le modèle économique semble stérile. Médias traditionnels et nouveaux se bousculent au bord d'un gouffre béant.
Difficile d'être en règle avec la législation médiatique et fiscale, de payer un personnel serré à la gorge, attendant des per diem taris. Alors on tente de survivre tant bien que mal de découvertes bancaires croulant sous le poids de charges dépassant Hercule. Qui achète un journal ou accepte de souscrire à un abonnement aux plateformes sur le net. Et toutes ces radios et télés au programme débilitant et malades de chroniqueurs imprudents et souvent impudents. Sortis d'aucune école, débitant, charabia et galimatia, dirait un vieil instituteur. La normalisation du secteur ne pourra se faire qu'en appuyant sur off de part et d'autre. La situation est si préoccupante que beaucoup de jeunes hésitent ou renoncent à se lancer dans des études qui naguère étaient valorisantes. Comme on dit en démographie, c'est le renouvellement des générations qui est ainsi dangereusement compromis. Et dans le même temps, un programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse a été mis en place. Il est piloté par la DPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Pour la première phase, 12 organes de presse seront accompagnés. Sedina Lunfal. Le programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse est officiellement lancé. Pour cette phase pilote, 12 entreprises sont concernées. Il s'agit d'accompagner la presse qui traverse depuis quelques années des périodes difficiles. Ceci est non seulement une phase 1, mais c'est un projet pilote. Ça veut dire que d'ici les 5-6 mois à venir dans sa mise en œuvre, si dans les 2 premiers mois, nous voyons que les résultats escomptés peuvent aider effectivement à rendre les entreprises plus viables, à les outiller vis-à-vis de capacités de gestion financière, à leur permettre d'être des entreprises lucratives qui peuvent assumer leurs responsabilités sociales vis-à-vis de leurs employés, mais aussi leurs responsabilités publiques vis-à-vis des citoyens et de leurs deniers et de l'État, alors nous allons le mettre à l'échelle. Le programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse est porté par la DPME. Les entreprises de presse doivent aujourd'hui se réinventer, notamment leur modèle économique. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de se projeter dans un avenir où le numérique, l'indépendance éditoriale, les relations avec l'autorité publique, la proximité territoriale et la confiance du public sont les clés de la pérennité. Un programme qui englobe plusieurs axes au regard du contexte actuel. Ce programme de restructuration comporte la sauvegarde de l'entreprise face à ses créanciers, que ce soit public ou privé, la restructuration et le développement de l'entreprise, la recherche de financement et de subventions, la digitalisation de l'entreprise de presse. Le lancement de ce programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse a coïncidé avec la célébration de la journée consacrée à la liberté de la presse. Un espoir pour les sentinelles de la démocratie. Et parlant toujours de concertation, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA réfléchissent autour de nouveaux moyens de financement de leurs travaux. Ils ont défini de nouvelles orientations basées sur des principes de transparence et de bonne gouvernance. Louise Bitza. Dakar a été choisi pour abriter la première table ronde, une innovation dans la gouvernance des institutions communautaires. Depuis plus de 30 ans, cet espace communautaire est une référence en Afrique. Notre sous-région est de nos jours confrontée à plusieurs défis. On a surtout insisté sur le défi de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Mais nous sommes également confrontés à des défis d'ordre économique, financier, environnemental, social dans la globalité en intégrant la culture et surtout un défi sécuritaire majeur et gravissime. La rencontre de Dakar permet donc d'aller à la recherche des moyens financiers pour la matérialisation du plan quinquennal. Cette importante rencontre qui va mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre d'un plan d'action durant les 5 prochaines années. Je reste optimiste que ce plan va permettre à l'association d'être une institution active dans la dynamique d'intégration régionale et vectrice d'une paix durable en Afrique de l'Ouest. L'objectif de notre rencontre de ce jour est donc de consolider cette ambition grâce à la mobilisation de ressources additionnelles et des expertises disponibles afin de soutenir la mise en œuvre
de notre plan stratégique pour la période 2025-2029. Les institutions de médiation constituent au sein des États des instruments d'équilibre institutionnel. Le médiateur de la République joue un rôle crucial dans la vie publique. Et le Sénégal veut s'inspirer du modèle marocain pour le financement des infrastructures dans divers secteurs d'activité. Le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc est d'ailleurs en visite de mission, en visite de travail à Dakar. Il s'est rendu, il a visité les assiettes foncières de la CDC à Dakar, dont la Tour des Mamelles actuellement en chantier et qui sera destinée à la location d'Yaina Badia. Le site des Mamelles, première étape de la visite qui s'est poursuivie à l'ancienne piste de l'aéroport où la Caisse des dépôts et consignations détient une trentaine d'hectares. La CDC en a également aux Almadies. La Tour des Mamelles en chantier, dernière étape d'une visite conclue sur une note de satisfaction. Je suis impressionné par le nombre de chantiers que j'ai vus sur toute la route. C'est une ville qui est en chantier et c'est révélateur du dynamisme de l'économie dans cette ville. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre les deux institutions qui date d'une année. La CDC, qui totalise plus de 17 ans d'existence, entend s'inspirer de la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, vieille d'une 60aine d'années. Au Maroc, tout ce qui se fait en matière de développement immobilier, d'investissement, de financement se fait quasiment avec la Caisse de dépôt et de gestion marocaine. Donc aujourd'hui, en signant une convention avec cette Caisse de dépôt, nous permettons à notre groupe, parce que quand on parle de Caisse de dépôt, nous parlons d'un groupe, parce qu'on a 7 filiales, on va passer à 9, et toutes ces filiales-là ont des choses à voir avec leurs consoeurs qui sont au niveau du Maroc. Cette visite permet d'identifier les pistes de collaboration entre les deux institutions. Le numérique, l'ingénierie et l'immobilier sont entre autres domaines où le Sénégal entend axer sa coopération avec le Maroc dans l'atteinte de ses objectifs. Kaolack et Kaffrine amorcent une nouvelle ère de modernisation urbaine grâce à la relance des projets du programme Promoville. Entre réhabilitation des voiries, infrastructures communautaires et mobilisation des jeunes, les chantiers avancent à un rythme satisfaisant, nous dit Ousmane Doye. Modernisation urbaine, leitmotiv du Promoville, Kaolack et Kaffrine, cœur du Ndoukoumane, tourne la page de l'attente. Kaolack, Kaffrine découvre un nouveau paysage urbain se transformant sous l'impulsion du programme de modernisation de ville. Relancer avec vigueur, ces travaux d'infrastructure redonnent espoir et sourire aux populations à la base. On a fait avec lui et toute l'équipe de Promoville le tour de la ville avec les différents chantiers. On a constaté l'état d'avancement des chantiers. C'est une démarche inclusive et participative que nous louons. Parce que c'est toujours bon d'aller à la rencontre des populations pour savoir concrètement qu'est-ce qui est fait. Le gouvernement travaille pour vous, quartier après quartier. Kaffrine n'est pas aussi en reste. Dans cette commune centrale, ce sont plus de 7 km de voiries, 3 infrastructures communautaires, des dispositifs d'appui institutionnel qui sont déjà en cours de réalisation. Et après, j'appelle justement la mairie encore une fois. J'appelle aussi toutes les forces vives de Kaffrine à se mettre autour de nous pour que nous puissions diligenter très rapidement ces projets et aider la commune à sortir en tout cas de toutes les difficultés qu'elle a. Kaolack Kaffrine se transforme ainsi progressivement, incarnant une nouvelle approche du développement urbain, axée sur l'écoute, la proximité et l'efficacité. Le signal aujourd'hui est clair, Promoville est en marche et elle n'oublie personne. Et l'agence de promotion du tourisme multiplie ses visites de terrain en perspective des JOJ Dakar 2026. Il s'agit pour la SPT de redorer l'image du Sénégal et plusieurs projets ont d'ailleurs été lancés, surtout en Casamance, zone à fort potentiel touristique. Mariama Bangoura. Cette rencontre, riche en enseignements, est organisée par l'Agence sénégalaise de promotion touristique avec tous les acteurs du secteur. Ce panel a pour but de voir comment vendre davantage la destination Sénégal. Il s'agit donc d'aller à la rencontre des acteurs, de partager les projets de la SPT, tels que la maison du tourisme que nous souhaitons installer le plus rapidement possible ici à Ziguinchor. Mais aussi, il y a le Sénégal en un clic, qui est une plateforme digitale d'envergure qui va permettre de promouvoir tous les pôles territoires dans leur contenu divers et donc permettre la promotion des activités touristiques au niveau local. Avec les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal,
Le secteur veut jouer les premiers rôles pour accueillir les visiteurs. C'est donc l'occasion de montrer toute la facette culturelle du Sénégal, non seulement à travers le sport, mais également à travers les arts, à travers tout ce que nous pouvons offrir au monde. Et dans ce domaine, je crois qu'il y a le tourisme en particulier. Cette rencontre est la 3e du genre organisée dans les différents pôles touristiques du pays par l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Et je l'annonçais en titre, la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a accueilli ce matin la cérémonie solennelle d'installation du nouvel archevêque, Monseigneur André Gueye. Il a promis un magistère sous le signe du service fraternel et humble. La cérémonie a réuni des autorités politiques, religieuses et coutumières. Le compte-rendu est signé Louise Bizza. Il est assis fièrement au trône de l'archidiocèse de Dakar. Monseigneur André Gueye, intronisé officiellement et canoniquement ce matin par le nonce apostolique au Sénégal au fauteuil de la cathèdre, signe de son ministère épiscopal, symbole de son autorité, de son enseignement et de sa juridiction. Tenant à sa main droite la crosse, son bâton pastoral, ainsi par excellence de sa mission de pasteur exercée auprès des fidèles. Aussitôt installé au siège de l'archidiocèse métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye a aspergé le peuple chrétien avec de l'eau bénite de la veillée pascale. Ces rites fait mémoire du baptême en rapport du mystère pascal du Christ mort et ressuscité. En ce samedi 3 mai 2025, la cathédrale du souvenir africain est pleine à craquer du beau monde venu assister à cette intronisation de Monseigneur André Gueye à la tête de l'église mère. Cet événement exceptionnel a vu la présence des autorités administratives, coutumières, religieuses du pays, dont le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, le président des imams et oulémas du Sénégal et le grand sérine de Dakar. Cette célébration riche en symboles, et je l'espère, autant en grâce, vous me permettrez de prendre encore de votre temps pour exprimer, comme cela se doit, ma profonde gratitude à chacun et à chacune d'entre vous. C'est la confiance qui, désormais, m'habite après les vives émotions dont certains d'entre vous ont été les témoins. En la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars dernier, lors de l'office des lectures, j'ai été comme réconforté dans cette confiance en méditant le passage du sermon de Saint Bernardin de Sienne, commentant la prévenance et la fidélité de Saint Joseph. Je cite: « Lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction et qui augmentent fortement sa beauté spirituelle. » Fin de citation. La neuvaine de prière initiée à cette occasion m'en donne également l'assurance. C'est pourquoi je remercie ceux qui ont eu l'intuition, ceux qui en ont eu l'intuition, et vous tous qui l'avez priée. À elle seule, cette prière, elle constitue une source de motivation pour moi. Je ne cesserai de la relire, car elle dévoile tout le programme de vie du pasteur que je suis. Elle indique en même temps à chacun la contribution qui doit être la sienne pour la réussite de ma mission. Tout y est dans cette prière. Pour son premier discours en tant qu'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye a sollicité les prières de tous les fidèles, prêtres et autres acteurs de l'Église. Je salue et je remercie d'emblée le curé de la cathédrale, Abbé Jacques Diouf, qui m'a accueilli, qui m'a introduit dans ma cathédrale, mais aussi sa cathédrale. Merci, monsieur l'abbé. Je salue les parents et amis venus de près ou de loin, chrétiens et musulmans,
qui ont tenu à être témoins de ce jour et à participer à la prière. Je salue les dignitaires, l'imam, le grand sérigne et les autres. Frères et sœurs, la catégorie théologique, pour ainsi dire, de la succession ou de la continuité apostolique est essentielle pour comprendre la nature de l'autorité dans l'Église, comme à la fois une autorité sacrée, dont l'origine provient du Christ lui-même qui a choisi ses apôtres, tout en étant non pas une autorité de domination ou de potentat excessif et abusif, mais au contraire une autorité de service humble et dévouée, d'oblation de soi-même, allant jusqu'au don de sa propre vie. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Marc 10, 43 à 44. Il est clair qu'en choisissant ce passage de l'Évangile, j'exprime, frères et sœurs, ma pleine conscience de la tâche qui m'incombe, tout en inscrivant celle-ci dans la ligne tracée par Jésus lui-même. Je veux donc placer mon épiscopat à Dakar sous le signe du service fraternel et humble tel que le Seigneur Jésus nous l'a enseigné et à l'école de la Vierge Marie. Le nouvel archevêque a aussi remercié son prédécesseur Benjamin Ndiaye, désormais archevêque métropolitain de Dakar, à qui il a souhaité un bon repos. Un grand honneur pour moi, non moins une lourde responsabilité, que d'être le successeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vaillants, dignes et exceptionnels pasteurs de l'archidiocèse de Dakar. J'exprime à leur endroit ma très profonde gratitude en priant pour que le Seigneur montre sa grande miséricorde à ceux qui ne sont plus, à Monseigneur Lefebvre et au cardinal Tchandoum, et garde longtemps encore parmi nous dans la joie, la bonne santé, la paix, son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr et son excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Devant un parterre d'autorité, le nonce apostolique au Sénégal a demandé à tout un chacun d'accompagner le nouvel archevêque de Dakar dans ses nouvelles missions. Notre pensée revient encore une fois avec gratitude à ceux qui ont contribué à cette continuité ecclésiale. Je voudrais mentionner avec reconnaissance les archevêques qui ont précédé Monseigneur André Gueye à la tête de l'archidiocèse de Dakar. Monseigneur Marcel François Lefebvre, le cardinal Jacinthe Tchandoum, et très vivant, j'aurais mentionné le cardinal Théodore Adrien Sarr. Une parole d'attention particulière, je souhaite la dédier à Monseigneur Benjamin Ndiaye pour ces 10 années à la tête de l'archidiocèse de Dakar, pour sa ténacité et pour son amour inconditionnel, humble et généreux envers l'Église du Christ. C'est lui qui préside désormais aux destinées de l'Église catholique du Sénégal, a promis d'être à l'écoute des fidèles et à œuvrer pour l'unité de l'Église. Son intronisation marque l'aboutissement d'un parcours ecclésiastique de plus de 30 ans, jalonné de lourdes responsabilités pastorales. Pour sa prise de possession à l'archidiocèse de Dakar, Monseigneur André Gueye a lancé un appel à la prière et à la solidarité afin d'éviter les concurrences au sein de l'Église. Suivons à présent les réactions de quelques fidèles venus assister à la cérémonie ce matin. Beaucoup de joie et d'espoir, mais surtout de souhaits à l'endroit du nouvel archevêque de Dakar. Réaction recueillie par Claire Diop. C'est un sentiment de gratitude au Seigneur qui nous a offert cette chance de pouvoir bénéficier de la mission pastorale de son Excellence Monseigneur André Gueye.
est dans l'archidiocèse de Dakar, mais il aura comme chantier une redynamisation de la jeunesse, des laïcs, des fidèles, mais également de son clergé, voilà, qui attend véritablement de lui beaucoup de sollicitude, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience et d'amour. Tout l'archidiocèse est content parce que nous avons un évêque qui est jeune, donc qui vient avec beaucoup d'énergie, mais surtout qui a de l'expérience. On a vu les capacités qu'il a d'écoute, de résilience. Donc c'est tout à fait le genre d'évêque qu'il faut pour la capitale. Parce que l'archidiocèse de Dakar joue un rôle au-delà du religieux. Et qui, d'après les discours qu'il a tenus aujourd'hui, on voit qu'il a la capacité de mettre en œuvre la synodalité qui a été préconisée par le pape François. C'est une fierté pour tous les ressortissants de Mont-Roland. Et nous nous sommes regroupés au niveau de nos associations respectives, à Dakar comme ailleurs, pour lui apporter le soutien. Parce que lui, il nous disait qu'il n'avait pas besoin d'habits. Il avait besoin de quoi aider la Caritas et le séminaire. Et voilà, c'est en cela que tous les doutes seraient de doute s'évertuent aujourd'hui pour venir en aide à M. André Gueye, tellement qu'ils sont satisfaits de cette nomination. Grande joie, une fierté. Nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur, vraiment, qui nous a tout donné. Nous prions pour le Monseigneur, qu'il soit à l'écoute du peuple sénégalais, qu'il soit à l'écoute des catholiques, mais de toutes les religions, musulmanes, païennes, que Dieu soit aux commandes de sa vie. C'est un grand espoir pour la communauté et pour l'Église en général. Monseigneur André Gueye est relativement jeune et il a une certaine expérience, une solide expérience épiscopale. Je pense qu'on peut garder un espoir réel à ce qu'il fasse progresser l'Église ici à Dakar. La RTS a déployé les moyens nécessaires pour transmettre en direct la messe d'intronisation de Monseigneur André Gueye. Le directeur général, le pape Alignan, a exprimé ses vœux au nouvel archevêque, rappelant en même temps l'émission de la télévision nationale. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord, je pense que c'est très important de présenter nos sincères condoléances à toute la communauté chrétienne suite à la disparition du pape François. Un humaniste qui a beaucoup œuvré dans la fraternité pour défendre des couches défavorisées. Et ça, tout le monde sait que c'est sa marque de fabrique en tant que pape. Et en plus de cela aussi rendre hommage et mérite à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui pendant ces 10 ans, ou même plus, qu'il a été à la tête de l'Église sénégalaise, a accompli un travail magnifique pour la cohésion sociale. Nous avons eu l'obligation, nous, de permettre une rediffusion en direct de cette cérémonie, pour que chaque Sénégalais, là où il se trouve, puisse véritablement vivre intensément la cérémonie. Et tel a été le cas. Et je pense qu'on a aussi un autre challenge qui s'annonce. C'est le 6. Voilà. De l'Afrique de l'Ouest qui va se tenir au Grand Théâtre, qui sera présidé par le président de la République. Là également, nous déployerons les moyens pour assurer une couverture en direct. Et ça, nous l'avons déjà fait. Et comme on a fait aussi pour les GMJ à Malika avec qui était la rencontre de Monseigneur Benjamin Ndiaye avec la jeunesse à Malika, comme nous l'avons fait également, c'est pour permettre à tout un chacun, là où il se trouve, profondément croyant, de vivre avec ferveur véritablement ce qui se fait pour notre religion. Le Sénégal, quand même, nous rendons grâce à Dieu. C'est un pays où on est profondément croyant. Et ça, je pense, c'est un socle qui permet à notre pays d'avoir une certaine stabilité. Et pour cela, nous devons à chaque fois que de besoin qu'ils soient là, que nous puissions véritablement leur permettre également que leur activité soit très visible au niveau de la chaîne, la RTS. Avant son installation officielle, le nouvel archevêque s'est soumis à certains rituels. Les prières devant le Saint-Sacrement, l'hommage au défunt cardinal sont entre autres les moments forts de cette matinée. François Sec. Pour
ce passage de témoin, le nouvel archevêque André Gueye est accueilli à la porte de la cathédrale par son prédécesseur, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et le nonce apostolique. Le baiser du crucifix devant la porte de la cathédrale signifie que Monseigneur André Gueye confie sa mission au Christ qui a offert sa vie sur la croix. La présentation du crucifix sera suivie par celle de l'eau bénite avec laquelle il se signe et asperge quelques fidèles autour de lui. Après ce geste de purification, Monseigneur est conduit par l'abbé Jacques-François Diouf à l'oratoire du Saint-Sacrement pour adoration. L'hommage rendu au 3e évêque de Dakar est aussi l'un des temps forts de cette journée mémorable, une prière silencieuse devant la tombe du cardinal Hyacinthe Thiandoum, décédé le 18 mai 2004. L'installation sur la cathèdre, siège de l'archevêque, marque le début de son ministère. Enfin, Monseigneur André Gueye a gratifié les fidèles d'une belle et forte prédication au cours de laquelle il a partagé sa feuille de route en termes de service, fraternité, humilité et témoignage. Monseigneur. Après l'installation du nouvel archevêque, Monseigneur André Gueye a reçu le ministre de l'Intérieur. Les deux hommes ont évoqué les bonnes relations entre les communautés religieuses et l'État du Sénégal. Et nous sommes toujours avec François Sec. Atmosphère détendue, poignée de main chaleureuse entre l'archevêque Monseigneur André Gueye et le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine pour démarrer la conférence de presse. Face aux journalistes, le nouvel évêque a rendu un hommage au pape François. C'est lui qui m'a nommé et avant ma prise de fonction, il est parti. Le pape François restera toujours vivant dans nos cœurs et dans notre souvenir. Ses enseignements lumineux et tout particulièrement en faveur de la paix, de l'environnement et du dialogue. Monseigneur André Gueye a remercié les fidèles pour leur présence. Il a évoqué pour s'en féliciter la collaboration de l'État, un État qui comprend la réalité de la laïcité, le Sénégal étant une exception en la matière. Je suis au courant de tout ce que le gouvernement a fait pour la réussite de cette célébration, en particulier du président de la République, que je remercie vivement, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et votre engagement personnel, Monsieur le ministre, votre contribution pour la réussite de cette célébration. Nous devons tout faire pour préserver cette laïcité sans laquelle le Sénégal ne serait pas le Sénégal que nous connaissons. Nous réitérons notre disponibilité à collaborer avec l'État dans ses devoirs souverains pour que le Sénégal atteigne les sommets du développement auxquels nous espérons. La mission de l'archevêque émérite a retenu l'attention des plus hautes autorités de la République, une reconnaissance pour toutes les années consacrées au service de l'Église. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar depuis 2014. Il a exercé son ministère avec une sagesse remarquable, un dévouement sans faille et un profond amour pour l'Église. Monseigneur Benjamin Ndiaye a incarné avec force et discrétion l'équilibre, la tolérance et le dialogue interreligieux. Il a su se montrer à la fois pasteur, bâtisseur de paix et acteur du vivre ensemble dans une société sénégalaise riche de sa diversité spirituelle et culturelle. Qu'il reçoive ici l'hommage reconnaissant de la nation. Ce dimanche, l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, va célébrer sa première messe en l'église Saint-Esprit de Diohine. Le Dakar de Médina Gounass se poursuit. La contribution de l'armée est fortement saluée par les pèlerins. Les pompiers ne sont pas en reste. Et quant à la gendarmerie, elle a interpellé une dizaine d'individus pour diverses infractions. Mamadou Sakine. Habitué des lieux, le vieux shérif Aïdara vient se ravitailler tous les jours à la boulangerie de l'armée sénégalaise. Regarde, j'ai mon sachet là pour mettre du lait. On est en groupe, on est presque 6 shérifs là-bas. Je viens prendre le ravitaillement pour le déjeuner. Là. Tu sais, le pain là, c'est bien fait. C'est pas comme le pain qu'on a ici en truc là. Vraiment, c'est une grande satisfaction.
Comme lui, ils sont nombreux à s'approvisionner ici gratuitement. L'armée sénégalaise se distingue encore à travers ses actions civilo-militaires. Notre mission, c'est en quelque sorte d'apporter un appui logistique des armées, notamment dans le cadre de l'organisation, avec des basses à eau, des tentes et des barrières dans le cadre de l'organisation qu'on a pu mettre à la disposition du comité d'organisation et en particulier à la production de pain. La capacité de production, c'est en moins 5000 pains par jour, voire plus même, oui. Pendant ce temps, leurs frères d'armes de la gendarmerie nationale assurent ces missions régaliennes, la sécurisation des pèlerins et de leurs biens, la fluidité du trafic entre autres. Elle a mobilisé au total 361 éléments, 67 véhicules, dont une ambulance médicalisée. Pour 28 infractions relevées, allant des cas de vol de portable, de la marchandise de contrebande, du non-respect des mesures de sécurité au sud de Dakar, ce qui nous donne au bilan provisoire donc de 13 personnes arrêtées, 3 véhicules et 26 motos immobilisées. Du côté des soldats du feu, un dispositif a été mis en place depuis le début du Dakar. Des sapeurs-pompiers toujours prêts à intervenir. Et nous parlons maintenant de la Basketball Africa League. Nous sommes à la 5e journée. L'AS Ville de Dakar s'est inclinée face à Petro Luanda 76-67. La Ville de Dakar enregistre sa 3e défaite et avec ce résultat, le club sénégalais voit sa situation se compliquer pour espérer disputer les playoffs d'accès au Final 8. L'AS Ville de Dakar devra impérativement s'imposer lors de son prochain match contre l'US Monastir. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale étaient ensemble à Dakar Arena ce samedi pour justement suivre ce match opposant l'AS Ville de Dakar au Petro Luanda. Ousmane Sonko, qui a réagi à la mi-temps, a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances suite à l'accident qui s'est produit à Vélingara. Je vous propose de l'écouter avec Aram Dawa. Nous sommes venus assister donc à cet événement important qui montre à suffisance que le Sénégal est un pays de basketball, de sport de façon globale. Nous avons vu en tout cas nos différentes équipes pratiquement rafler plusieurs trophées sur le plan international. Et donc pour nous c'était important de venir donner main forte aux organisateurs de ce bal qui est extrêmement important et qui participe aussi au rayonnement du pays. Ce qu'on peut appeler de la diplomatie sportive, ce qui est extrêmement important. Donc nous félicitons tous les organisateurs, nous félicitons le ministre et aussi le président de la Fédération de basketball. Je commencerai mon propos par présenter des condoléances. C'est en arrivant ici qu'on a été informé d'un accident de la circulation qui a coûté la vie à plusieurs élèves, dont CM dans le Vélingara. Nous présentons nos condoléances à leurs parents et continuons à appeler les Sénégalais à beaucoup plus de vigilance, beaucoup de plus de prudence sur les routes. Le gouvernement est en train de déployer tous les moyens possibles pour accroître la lutte contre l'insécurité routière. Je pense que cela relève de la responsabilité de tout chacun. Et pour l'accident d'aujourd'hui, il nous a été dit qu'il s'agit d'un choc entre un camion et un bus qui transportait des élèves. Ceci dit, nous sommes là sur invitation des organisateurs. M. Galofal qui s'est déplacé personnellement jusqu'à mon bureau, accompagné de tout son staff, pour nous inviter à venir participer en tout cas à cette journée de compétition, mais de fête également pour le sport et pour le pays. Et nous sommes ravis d'être là en compagnie du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Énergie, M. Birame Souleye Diop, évidemment de Madame le ministre des Sports, de plusieurs directeurs généraux. Et nous félicitons les organisateurs, nous les remercions de leur accueil d'abord, le président de la fédération de basket, les organisateurs, M. Fall et son équipe. Nous les remercions d'abord pour l'accueil et l'accueil de tout le public qu'on a trouvé ici. Et nous nous réjouissons de l'organisation de cette compétition qui en réalité ne devrait être qu'une vitrine de ce que nous voudrions faire de notre sport
de manière générale et du basket en particulier. Le sport doit être conçu aujourd'hui comme un support de développement, comme un facteur qui doit participer à la croissance du pays. Et c'est en l'organisant sous cet angle-là, du sport-spectacle, du sport lié à l'économie, parce que l'organisation de cette compétition, je ne peux pas quantifier, mais ce qui est sûr, c'est que ça a drainé beaucoup de plus-value économique. Avec tout ce qui tourne autour de la compétition, ce n'est pas seulement les joueurs qu'on voit sur le parquet, mais c'est tout un ensemble pour le parquet, pour l'hébergement, pour le transport, pour la communication. C'est autant de choses qui participent à la production de chiffres d'affaires assez constants. Et c'est vers cela que nous devons conduire notre sport. C'est pourquoi nous réitérons toutes nos félicitations et surtout les rassurons du soutien total de l'État qui sera là à côté, qui accompagnera autant que possible et qui s'inspirera de ce modèle pour aider également tous les autres sports que nous développons ici à s'améliorer, à évoluer vers cette conception qui est extrêmement importante. Et c'est pourquoi je suis très ravi d'être là, non seulement pour apporter notre soutien, mais également pour participer au spectacle qui est très beau. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le plus important, c'est le sport qui gagne. Et sachez également que le Super Royal Band de Thiès a perdu son lead vocal. Le chanteur Seka est décédé cet après-midi. L'artiste laisse derrière lui une discographie riche de 5 albums, dont la chanson culte Samba Alar. L'inhumation de Seka est prévue demain à 11h au cimetière Ndokindiaye de Grand Thiès. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et à la communauté artistique nationale. L'autre titre de ce samedi, des prévisions sur l'hivernage 2025. Les premières pluies sont attendues au mois de juin. Il en sera ainsi pour la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest selon le dernier rapport de la prévision saisonnière d'Agrimet. Les spécialistes alertent aussi sur d'éventuelles conditions extrêmes qui pourraient causer des débordements de fleuves comme nous l'avons vécu la dernière saison des pluies. La rubrique environnement de ce soir s'intéresse justement à ces prévisions et c'est avec Ibrahim Pabidjedjou. L'hivernage s'installe toujours par la partie sud au Sénégal. Elle devrait recevoir les premières pluies cette année, courant deuxième quinzaine de juin, ce qui est légèrement tardif comparé à la normale climatique. Parce que ce qui explique ce léger retard par rapport à la climatologie dans la partie sud, c'est un refroidissement des eaux de surface qui ralentissent un peu l'humidité et la remontée du filtre. Sur toute la bande de golfe de Guinée et les côtes sénégalo-mauritaniennes, on a connu un refroidissement de ces eaux de surface océanique. Après la zone sud, l'hivernage devrait s'installer sur le reste du pays. Ce rapport d'Agrimet prévoit des pauses et un prolongement de l'hivernage jusqu'en octobre. Toutefois, des événements extrêmes sont à prévoir. Alerter aussi à temps réel sur des événements extrêmes qui pourraient intervenir surtout au courant du mois d'août-septembre. Parce qu'on est dans un contexte de changement climatique, même si on est en phase d'un hivernage normal, les événements extrêmes ne sont pas à écarter. Ça veut dire que les fortes pluviométries qui sont attendues cette année peuvent se manifester sous forme d'une augmentation de crues, c'est-à-dire du volume d'eau écoulé à l'échelle de ces bassins versants-là, soit à écoulement permanent, donc je parle en particulier du fleuve Sénégal ou du fleuve Niger, soit des bassins versants qui ne réagissent à la suite d'une sollicitation pluviométrique. Dans ce contexte, la sensibilisation et la prise de mesures préventives ne sont pas à négliger. Ce qui est important, c'est de faire un suivi régulier de la situation hydrométéorologique du fleuve, mais également de continuer à identifier les potentielles zones qui sont des zones vulnérables qui peuvent être assujetties à des situations d'inondation en cas, bien sûr, de la récurrence ou de la survenue de ces crues exceptionnelles. Le long de la bande ouest africaine, l'hivernage sera globalement humide, mais son installation sera précoce à tardive en fonction des zones géographiques.
Et le reste de l'actualité consacrée à la deuxième édition de la foire des entrepreneurs organisée par le groupe Femmes catholiques, Femmes de valeur, qui a donc démarré aujourd'hui. Cette rencontre promeut le savoir-faire des femmes entrepreneurs catholiques à travers notamment des expositions, des ateliers et des partages d'expériences. Diary Bassirou Cissé. Dès l'entrée, le regard est aussitôt attiré par l'éclat des stands soigneusement dressés. Couleurs vives, présentation soignée, senteur enivrante. Tout est pensé pour séduire et mettre en lumière le génie créatif des femmes catholiques entrepreneurs. Dans notre groupe, nous travaillons pour l'autonomisation financière de la femme. Et aujourd'hui, dans notre groupe, nous avons énormément de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Ce genre d'activité, cette fois, c'est pour les pousser à montrer leur talent, à nous montrer à nous, les autres, ce qu'elles sont capables de faire. Ce sont d'abord mes sœurs avec qui nous sommes dans la même communauté chrétienne catholique, mais aussi des femmes de valeur que je connais, chacun dans son activité, chacun dans ce qu'elle fait, dans l'empreinte qu'elle laisse dans son milieu de travail, dans l'empreinte qu'elle laisse dans leurs activités, dans leur communauté, association, que ce soit au niveau social ou familial, elles se sont fait déjà remarquer. Chacune expose fièrement ses produits, vitrine d'un savoir-faire porté par la passion et la persévérance. Ça permet aux exposantes d'avoir de la visibilité, d'avoir des contacts. Donc c'est très 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 important pour nous. Pour la foire, franchement, on aimerait vraiment que ça soit tous les 6 mois ou même plus. Parce que ça nous permet vraiment de vendre. Nous, on est de Thiès par exemple, et ça nous permet d'avoir des clients de Dakar et d'autres régions aussi. La présence des musulmans aux côtés des femmes catholiques illustre un bel exemple du vivre ensemble. Je suis musulmane, je suis là, j'expose je suis styliste et modéliste, j'expose des tenues pour femmes et pour hommes aussi. Dans les allées animées de la foire, les visiteurs ne cachent pas leur admiration. C'est la première fois que je viens et j'avoue que oui, je suis agréablement surprise. J'étais venue pour acheter un petit truc et je repars avec plusieurs paquets. Donc oui, je vais essayer de revenir demain et amener plus de monde. Au-delà de l'exposition, cette initiative se veut un cadre de formation et de partage d'expériences entre femmes porteuses de projets ou déjà installées dans l'entrepreneuriat. Pendant ces 2 jours, l'accent sera mis sur la confiance en soi, la gestion de l'entreprise et l'innovation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Dans un instant, le journal en Wolof qui vous sera présenté par Aminata Meng Fall Ndiaye. Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h pour la dernière édition du soir. Merci à tous.